Les mêlées, les touches, les plaquages des rugbyman français ont fait vibrer plus de 15 millions de téléspectateurs lors de la dernière Coupe du Monde. Le rugby, avec ses règles complexes et son histoire singulière, attire de plus en plus de regards. Pour comprendre toutes les subtilités du monde du ballon ovale, nous recevons un anthropologue spécialiste de la question. Julien Clément, bonjour. Bonjour. Une première question s'impose évidemment. D'où vient le rugby exactement ? La date de naissance exacte, on la situe en 1863, dans une réunion qui a eu lieu en fait entre des représentants de différentes écoles et d'associations d'anciens élèves de ce qu'on appelle les public schools anglaises, qui étaient les écoles où l'élite à la fois aristocrate et bourgeoise d'Angleterre était éduquée. Angleterre et aussi Écosse, Irlande, etc., Pays de Galles. En fait, chaque école avait développé des jeux qui ressemblaient à des mêlées, des jeux de course, des jeux d'affrontement collectifs, etc., etc. Et donc ils ont commencé petit à petit d'abord à institutionnaliser leurs propres règles dans chaque établissement, vers 1845, 1850, 1860, puis à s'affronter les uns les autres, notamment les anciens élèves qui voulaient continuer cette pratique. Et donc dans ce cadre-là, à un moment donné, il y a eu une réunion à Londres en 1863 et en fait il y a eu des divergences sur certaines règles et ça a donné deux codes différents, l'un qui va donner le football et l'autre qui va donner le rugby. Est-ce qu'on peut dire que le rugby en fin de compte est un sport avant tout universitaire, un sport d'élite à l'origine ? C'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que ça reprend aussi des traditions de jeux dans les villages anglais où, comme on a la Soule dans le sud-ouest en France à l'époque, c'était des jeux qui avaient lieu dans les villages où on poursuivait un objectif qu'il fallait déplacer dans un autre village ou entre les hommes mariés et les hommes non mariés. Enfin, il y avait plusieurs combinaisons. Ça a été ensuite repris par les écoles anglaises, notamment dans une logique éducative qui a petit à petit inscrit le sport comme une des dimensions très importantes de cette éducation. C'est lié à un contexte qui était le contexte de ce qu'on appelle la chrétienté musculaire, qui est en fait une forme de développement religieux au Royaume-Uni qui visait à considérer que la dimension religieuse des êtres ne concernait pas seulement leur âme et leur esprit, mais aussi leur corps, et qu'il fallait avoir une certaine robustesse de corps physique pour accomplir les œuvres de Dieu. Et donc dans tout ce cadre-là, dans tout ce contexte, à ce moment-là, ça devient un sport d'élite. Et à partir de quand est-ce qu'il s'est popularisé ce sport ? Très vite, il y a une fédération de football mise en place au début des années 1870 et ensuite de rugby également. Et donc on a eu des matchs internationaux entre Irlande, Écosse et Pays de Galles et Angleterre dès 1880. Et ensuite, ça a été repris par les ouvriers, il y a eu des clubs qui se sont formés, ça a été repris dans les différentes villes, et là c'est devenu très populaire. Et c'est là qu'il y a un deuxième schisme qui est arrivé en fait. La question quand ça s'est popularisé, c'était de savoir les travailleurs, est-ce qu'on les remboursait s'ils étaient blessés. C'est-à-dire en gros, ils prenaient un risque réel pour leur santé en jouant au rugby le week-end. Donc du coup, comment on dédommageait ce risque ? Pour les aristocrates, c'était considéré comme absurde et contraire à l'esprit du fair play, du sport, etc., que d'être payé pour ça. Mais pour les ouvriers, évidemment, c'était indispensable. Et donc à ce moment-là, en 1895, il y a eu notamment une décision très claire d'interdiction de ça dans le rugby à 15. Et ça a donné d'un côté la Ligue du Nord, qui est devenue le rugby à 13, ce qu'on appelle le rugby à 13 en France, qui est le Rugby League dans les pays anglo-saxons, et à l'inverse, le rugby à 15, le Rugby Union, pour les pays qui ont refusé de payer les joueurs. Et comment le rugby s'est-il étendu à d'autres pays ? Ça s'est fait via l'Empire britannique ? Essentiellement, en fait. À la fois dans l'Empire britannique et aussi pour ce cas de la France, par l'influence de l'éducation britannique, notamment par Pierre de Coubertin, qui a écrit des livres là-dessus. Il y avait vraiment une fascination pour le modèle anglais, et à ce moment-là, l'importation des sports anglais est devenue la suite de cette idée d'une supériorité de l'éducation anglaise. À l'inverse, dans tout l'Empire britannique, c'est une logique qui est à la fois de transmission des activités britanniques, mais aussi simplement les gens qui bougeaient. C'est-à-dire que les anciens élèves de ces écoles, ils étaient programmés pour aller administrer des territoires dans le Pacifique, en Afrique, etc. Et du coup, ça a diffusé comme ça, par capillarité et par transmission, le rugby dans les différents territoires. Donc le rugby a aussi eu cet effet où on luttait contre les dominants. Donc si vous êtes un colon et que vous êtes dominé par les anglo-saxons, à la fois le rugby peut vous intéresser comme activité, mais c'est aussi un moyen où vous allez vous retrouver face aux Anglais ou aux colons, puisqu'il y avait des Allemands aussi, par exemple à Samoa, etc. Et vous allez pouvoir les plaquer, faire des mêlées contre eux, leur mettre des coups derrière, enfin faire toute une série de choses que vous rêvez de faire parfois quand les situations sont conflictuelles. Ou à l'inverse, si les situations n'étaient pas conflictuelles, un moyen de familiariser avec eux, de rentrer dans leur code, d'apprendre d'eux,
Il y a aussi tous ces phénomènes. Donc il y a toute une gamme en fait, de rapports dans la colonisation. Et donc le rugby pouvait prendre toute une série de formes. Une autre grande nation du rugby, c'est la Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Comment expliquer que ce sport soit à ce point populaire là-bas? D'abord, le premier match était en 1870, donc c'est très tôt, si on se rappelle de la date de 1863. C'est un éducateur en fait qui avait fait pareil les écoles anglaises et qui est revenu en Nouvelle-Zélande. Parce qu'à l'époque, la Nouvelle-Zélande c'est vraiment un prolongement de l'Angleterre, c'est pas du tout une nation à part entière. Ça a d'abord été un sport colonial, donc c'était très rugueux. La colonisation de la Nouvelle-Zélande, c'est une colonisation qui est assez rude parce que le climat est hostile, c'est beaucoup des Écossais, beaucoup des Gallois qui vont migrer là-bas, et il y a beaucoup d'hommes. Donc du coup, c'est un moyen aussi d'avoir une activité entre hommes. Il y a 2 tournées très importantes pour les Néo-Zélandais dans leur histoire. C'est la tournée de 1905, où ils ont perdu un match extrêmement contesté contre le Pays de Galles sur un essai dont ils discutent encore pour savoir s'il a franchi la ligne, pas franchi la ligne, était aplati, etc. Donc ça reste un sujet de débat. Ça, c'est leur seule défaite, donc c'était très important. Et en 1924, de la même manière, à rebelote, ils viennent dans les îles Britanniques, en France, etc. et ils battent tout le monde. Et donc à ce moment-là, ça devient un grand enjeu national, parce que ça devient un enjeu de fierté. Concernant la France, comment expliquer que notre pays soit une si grande nation du rugby? Il a fallu faire concurrence au football quand même. En termes de compétition internationale, la France a suffisamment de moyens à tout niveau pour tenir une compétition sur les 2 fronts. En termes de nombre de licenciés, de poids économique, même par rapport à la Nouvelle-Zélande ou à l'Australie, en termes économiques, on ne boxe pas dans la même catégorie. On est beaucoup plus gros qu'eux, beaucoup plus important qu'eux sur la scène mondiale. Ensuite, ça s'est implanté dans le sud-ouest. Le rugby est resté toujours très fort dans ce bassin-là, avec une formation spécifique, tout l'appui de l'infrastructure scolaire, des profs de sport, de l'EPS, des STAPS, etc. Donc il y a toute une formation comme ça qui est très forte. Et donc, c'est moins glamour que de dire que c'est le French Flair ou les choses comme ça, mais le French Flair vient de cette armature-là en fait. Et on a développé un style de jeu et une forme de pratique dans une rivalité avec l'Angleterre et les îles Britanniques, et la Nouvelle-Zélande maintenant, qui fait qu'on a gardé à la fois une spécificité, une grande force, une grande originalité, etc. Et on a une position très particulière dans le rugby, parce que on est un peu une anomalie pour les anglo-saxons. La France a été exclue des compétitions de rugby dans les années 30 parce que les gens mettaient trop de coups dans les mêlées, etc. Et ça, les Anglais ne supportaient pas, ils ne voulaient pas non plus être contestés et qu'on soit meilleur qu'eux. Donc il y a des règles diverses en fait suivant les pays? C'est l'interprétation des règles qui varie. Le rugby est très spécifique pour ça parce qu'il y a beaucoup de règles, elles sont compliquées, les joueurs ne les connaissent pas toutes eux-mêmes. Enfin, les joueurs professionnels, bien sûr, ils le font, mais je veux dire, les joueurs amateurs, ils les connaissent dans une certaine mesure. Et ensuite, c'est dans l'interprétation, dans l'esprit du jeu qu'on va mettre des caractéristiques spécifiques. Alors, vous avez effleuré la professionnalisation des joueurs. En France, c'est venu très tard, en 1995. Comment vous l'expliquez? Le rugby à 15, parce que quand nous on dit rugby en France, en pensant qu'il n'y a que le rugby à 15, mais il y a le rugby à 13. À 13, à 7, etc. Donc il y a vraiment toutes ces formes. Le rugby à 15, c'est constitué en opposition au paiement des joueurs. Donc ça a créé des zones grises parce qu'évidemment on les dédommageait un petit peu, on leur donnait des choses. Bon. Il y a eu toute une série d'arrangements, il y avait des boulots qui étaient donnés à mi-temps pour arranger, permettre aux gens de s'entraîner. Mais c'était quand même une espèce de ligne rouge, quoi, non professionnelle et de distinction de ce sport vis-à-vis des autres sports. Il a fallu toute une évolution et un degré d'évolution dans l'intervention des médias, dans le développement des nouvelles technologies satellitaires, donc de diffusion des événements sportifs, puis du numérique, qui font que tout d'un coup, il y a vraiment une très forte pression. Et c'est venu notamment de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, qui eux avaient intérêt en fait à développer, comme ils étaient très dominants et qu'ils ont des économies moins importantes que les pays comme l'Angleterre ou la France et le Royaume-Uni, ils avaient besoin en fait. Ça représentait une vraie ressource pour eux. Donc du coup, ils ont dit, eux, ils avaient tout intérêt à ce que ça soit commercialisé. Quels sont pour vous les grands joueurs de rugby? Il y en a beaucoup. J'ai adoré Tim Moran, qui était un joueur de rugby au centre, qui avait des courses, qui avait une efficacité que j'aimais beaucoup, notamment sur les trajectoires, les directions de course, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce joueur. J'adorais Laurent Cabane aussi, qui était un 3e ligne. Enfin, toute la tradition des 3e lignes français. Moi, j'étais 2e ligne, puis 3e ligne. Et quand je jouais en amateur, et j'ai beaucoup aimé toute la tradition comme Magne, après, comme aujourd'hui, Ouedraogo, du Sautoir, etc. Des joueurs très, très coureurs qui avaient vraiment qui savaient jouer à la main, sentir les mouvements, être toujours présents. Une espèce de caisse aussi physique qui leur permettait d'être toujours à côté de tout le monde au bon moment.
Bon, après, il y a tous les grands comme Pesé, Blanco. Julien Clément, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À bientôt d'en comprendre pour une nouvelle conversation.